À la suite de cet article sur les évaluations algorithmiques, nous allons faire un petit test qui consiste à prendre des membres d'une population qui reçoivent tous un revenu échelonné de 10 à 90, sachant que le total des impôts qu'on veut obtenir pour tous ces gens est de 100. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'ancienne époque, on s'amusait à utiliser des barèmes. À l'ancienne époque, avant pré-informatique. Aujourd'hui, on est quand même à une époque algorithmique. Il faut penser autrement qu'en termes de barème. On ne veut pas dire que de 10 à 20, tu payes tant, et de 20 à 30, tu payes tant. Ce qu'on veut, c'est avoir une progression logique, fluide, souple, continue, entre les différentes impôts que chaque personne doit payer en fonction de ses revenus. Si on utilise le système des proportions naturellement, on n'a qu'à faire une opération toute simple qui consiste à prendre la somme totale des revenus, la somme totale désirée, et diviser la somme désirée par la somme des revenus. Ce qui nous fait un ratio qui nous reste à appliquer à chaque valeur. Là, c'est simple. On voit sous le tableau que chaque personne paye une partie équivalente à sa proportion qui lui revient. C'est pas non plus très intéressant de faire comme ça. Enfin, ce serait déjà bien hein, si on faisait comme ça. Ça serait déjà super. Mais à ce niveau-là, chacun paye ce qu'il doit et il n'y a pas vraiment d'entraide des plus riches vers les plus pauvres. Ce qu'on veut, nous, c'est ajouter une petite pondération qui permette de faire en sorte que les plus riches payent plus, que les plus pauvres payent moins, pour un total qui est le même. Dans mon tableau, j'ai une fonction de merger qui permet de combiner RA et RB de façon à avoir les deux. Ça, c'est très pratique. Je vais mettre cette proportionnalité dans une fonction, la fonction proportion. Ici, voilà, ça marche très bien. Et comme elle est dans le moteur, maintenant, j'ai plus besoin de l'afficher sur la place pour gagner de la place en fait. Alors, notre système de pondération, il a besoin d'un modèle. Le modèle qu'on va utiliser, c'est le modèle is in out qu'on utilise souvent en CSS, etc. Ça permet d'accélérer doucement et de ralentir à la fin. C'est aussi un truc qu'on pourrait utiliser dans les ascenseurs ou n'importe où. C'est très pratique. C'est un algorithme, on a toujours besoin d'algorithmes. Si je vais donc appliquer ce système de pondération, non, je vais pas encore l'appliquer tout de suite. Je vais d'abord essayer de visualiser mon modèle en fait, qui est un modèle basé sur la déclinaison du Soleil qu'on utilise pour tracer la courbe le parcours du Soleil dans le ciel au fur et à mesure des jours de l'année. Dans ce cas-là, on utilise notre fonction sur seulement un quart de cercle, donc la moitié de pi. C'est pour ça que je mets ça pi sur 2. Et le nombre sur lequel je veux échelonner ce quart de cercle, c'est pas le total, c'est la longueur de tableau, donc le nombre de membres. Ici, c'est nombre 10, donc je mets n10 et je fais proportionner par n sur pi. Ça donne P1. Donc j'ai plus qu'à calculer pour chaque membre la valeur de I sur, en ratio, en rapport avec P1. Et là, j'aurai mon système. Si je le fais avec le soleil, 23-44 degrés, c'est comme ça qu'on fait. On rajoute la valeur A et on la multiplie au résultat final. Comme de toute façon, nous, on veut avoir un système échelonné sur 0 à 1, on utilise A égale 1. Mais pour l'instant, ça sert à rien, mais ça va servir bientôt. Voilà, ça c'est mon petit problème, voilà. On peut voir le résultat ici. Ce qui est intéressant, c'est que je peux l'afficher avec un joli tableau. Tu vois que si je mets 1 ou 2 ou A égale 10, ça change rien du tout pour la courbe, mais uniquement pour les valeurs en ordonnée. Donc pour nous, ça change rien pour l'instant. C'est donc ça, tu peux virer tout ce qui est devenu inutile. Ce qui est intéressant, c'est que là, je peux euh, euh, faire le début de la courbe et la fin de la courbe. Tu vois que sur la deuxième partie de la courbe, j'ai utilisé une autre version de l'application du sinus où je prends l'inverse de n et l'inverse de a. Selon chacun des quatre quarts du cercle, je peux utiliser l'un ou l'autre, l'un et l'autre ou aucun. Voilà. C'est un truc que j'utilise souvent. Ça permet, et c'est très utilisé en astronomie aussi, et donc c'est comme ça qu'on fait. D'habitude, notre graphique ressemble à ça. On joindra les deux bouts plus tard, c'est pas grave ça. Pour l'instant, je vais mettre ma fonction is, enfin tout mon easing dans une fonction qui permet de simplifier un peu le code ici. Tac, tac, tac. Voilà. On a la même chose en principe. S'il faut que je précise A, merci. Et là, voilà.
En fait, ils sont pas dans le bon ordre. Si je les mets dans le bon ordre, là, on y voit plus clair comme ça. Là, on a notre courbure, c'est aussi le parcours du soleil dans le ciel, mais c'est notre is out, is in out dont on a besoin, et c'est le modèle qu'on va utiliser pour la pondération. Cette fonction, j'aimerais bien qu'elle fasse elle-même la division en deux segments. Donc je lui confère la capacité de s'occuper de ce problème elle-même. Tiens, attends, voilà. Voilà. Non, merci. Voilà, là la fonction avec ses petites variations peut s'occuper elle-même de diviser le segment en deux et de faire une première partie et une deuxième partie. Cette fonction-là, je la mets dans les maths, comme ça on n'a plus besoin de l'avoir sur place. Et c'est donc notre modèle qu'on va utiliser pour notre pondération. La pondération va consister donc à appliquer ce modèle à nos valeurs qu'on a obtenues tout en haut dans les proportions. Donc, tu l'écris comme ça, pac, pac, pac. Voilà à quoi ça ressemblait au départ. Ça, on s'en fiche. Et maintenant, là, ça a un petit problème peut-être. C'est parce qu'il ne faut pas prendre NB, il faut prendre NB, la valeur maximum. Voilà, là on s'y retrouve. Merci beaucoup. Notre tableau, il ressemble à ça. Évidemment, tout ça, je vais mettre dans une fonction. Et la suite du problème, ça va consister donc à... tiens, je te mets déjà tout ça dans un joli tableau. On voit les deux. Tu vois, à gauche, tu as les proportions. À droite, tu as les chiffres pondérés. Tu vois qu'ils ne sont pas proportionnés en fait. Ils sont de moins 1 à 1. C'est pas terrible. Nous, on veut que ce soit de 0 à 1 pour pouvoir appliquer ça après. Donc, on va le lambdaifier. On va appliquer une fonction lambda qui va permettre de remettre tout ça à niveau. Si tout va bien, fais voir à quoi tu ressembles, lambda. Tac. D'accord. Tu as besoin de 1. Ah non, c'est RC qu'il faut travailler. Ok, il va de moins 1 à 1. C'est pas bon encore. Qu'est-ce que j'ai fait? On peut voir RD à quoi il ressemble. Voilà, c'est lui. Il va de moins 0,5 à 0,5. C'est parce que peut-être qu'il faut mettre plus B. Non. Voilà, si je fais V moins le maximum, le minimum, pardon, on vient bien être tout échelonné de 0 à 1. Ça, c'est parfait. On peut donc considérer cette fonction de lambda comme acquise. On va la mettre dans les mathématiques. Et on va pouvoir s'en servir. Maintenant, j'ai plus besoin de plus de tout ce bazar. Je vais pouvoir créer ma pondération directement maintenant à partir de ça. Il suffit d'appliquer en fait ce modèle à nos valeurs pour avoir dans la colonne de droite RE. Vous suivez, hein, on a RA au départ, RA devient RB, RB et devient RC quand il est pondéré. Et quand il est... oui, non, il est pondéré, mais ça on s'en fiche encore. Et en fait, on utilise RB pour prendre RE à la fin, pour obtenir RE à la fin. RE qui est le résultat final. Donc on a au départ les proportions et à la fin les pondérations. On voit bien qu'elles sont échelonnées de 0 à 20, comme lui, sauf qu'à l'intérieur, les nombres ont été répartis, reproportionnés différemment. Ce qu'on voit sur la courbe, pas très bien tout de suite, parce que la courbe, elle est gentille, mais elle ne permet pas de comparer le truc. Voilà à quoi ça... Non, c'est RE. Voilà à quoi il ressemble une fois qu'il est pondéré. Légèrement différent, mais c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Je vais donc mettre ma fonction qui en fait devait s'appeler easyInOut dans les maths aussi, pour avoir une vraie fonction de pondération, parce que cette fois-ci, ça fait vraiment ce que ça dit. La fonction de pondération consiste à prendre le modèle easyInOut, puis à appliquer le lambda, puis à appliquer nos valeurs à ce lambda. Qu'on va mettre ici et qu'on va retourner là-bas. De cette manière, notre fonction de pondération, si je demande à l'afficher ce dont j'ai besoin, voilà, je peux avoir mon petit résultat. Ça, ce sont les valeurs pondérées à la fin. Merci. Je vais mettre ça sur un tableau avec un RH, un header, pour qu'on puisse voir en haut proportion, pondération, ok. Je vais faire la même chose pour mon graphe. Je peux faire la même idée en fait. Je peux appliquer plusieurs graphiques simultanément grâce à cette petite astuce proportionnelle annulée. Et donc on peut voir le graphique. Le vert qui superpose le bleu, c'est normal, ce sont les mêmes.
Et le orange, c'est la version modifiée par la pondération. On peut voir donc comment s'échelonnent les impôts pour chaque personne. Là, grâce à ce truc-là, je peux ajouter la somme, le total à la fin. Donc on voit que le total obtenu est 100 et là le total obtenu est 15. C'est pas terrible, il doit y avoir un truc qui va pas. Si je prends les bonnes valeurs de base, voilà, j'arrive avec quelque chose de cohérent à peu près. Non mais c'est suffisant. Je m'attendais vaguement à ce que ce soit cohérent, enfin je m'attendais en fait à ce que ce soit exactement cohérent, mais c'est plus compliqué en réalité. Ma pondération, je l'ai posée dans ma base de maths, ça je peux l'utiliser là-bas. Ce que je fais au final, c'est que j'applique un lambda tout simplement au résultat final pour le reproportionner de façon à ce que le total et la somme totale arrivent à peu près à ce que je cherche. Donc, on peut voir là, 145, 108, c'est très bien, voilà, t'as gagné 8, c'est en prime. Et donc là, on a à gauche nos impôts proportionnés, à droite nos impôts pondérés. On voit que le plus pauvre paye 0 et le plus riche paye plus que 20, il paye 30. Au total, on a ça. C'est quand même sympa. Tiens, on va le faire avec les vraies valeurs. Ça, ce sont les revenus en France. Et à partir de là, on peut voir que... Alors bon, évidemment, tiens, attends, ça c'est le tableau des revenus en France, il ressemble à ça. Les plus riches, c'est à partir de là, hein, 29 000 par an. Ça c'est assez riche, et ça c'est nous les développeurs, enfin quand on a un boulot, excusez-moi, au minimum. Donc là tu peux mettre les deux graphiques simultanément pour voir la différence. Ça c'est le normal et ça c'est les impôts qui sont corrélés sur la pondération. Maintenant tu peux lambdaifier un peu ça pour essayer d'obtenir un résultat cohérent ici. Tac tac, tac tac. 122, 101, très bien, parfait. Ben là, on a proportionné correctement nos impôts de façon à obtenir le budget final entre chaque personne. C'est juste que lui, il a pris cher. Tiens, dans la réalité, c'est plutôt genre 10 000, 100 000, 100 000 dollars. Voilà notre résultat final, il est très bien, très intéressant. Bon, c'est sûr que 50, lui il passe de 23 à 50 000, c'est beaucoup quand même parce qu'il ne reste plus grand chose. On va peut-être essayer de trouver un système un peu plus fin pour d'atténuer un peu l'effet qu'on a appliqué de notre pondération, enfin une pondération atténuée de beaucoup. Mais l'idée c'est que le plus pauvre paye 0, le médian, lui, il paye la même chose exactement, donc ça ne change rien pour lui. Et le plus riche, enfin, il est médian parce que du coup c'est dans les valeurs, hein, mais dans le nombre, ça sera certainement pas celui-là. Et donc le plus riche, lui, il paye plus, ce qui est logique. Mais bon, là on n'est pas à ça près, hein. Et voilà, en fait c'était ça le système d'évaluation algorithmique qu'on peut appliquer ici pour les impôts pour remplacer les barèmes. On peut l'appliquer à énormément de choses. On peut faire en sorte qu'on ait des commerces à prix coûtant, sachant que le prix coûtant est un prix connu d'avance. Tu as les coûts fixes et les coûts variables qui arrivent en permanence, mais tu n'es pas obligé d'avoir des prix approximatifs qui doivent surpasser allègrement les coûts de façon à pouvoir survenir aux besoins. Tout ça, c'est une ancienne époque. Aujourd'hui, on peut carrément avoir un système extrêmement bien calculé au millimètre près grâce aux évaluations algorithmiques. Merci.